Les gens sont sales. Ils te laissent les canettes dans les coins, ils te pissent dans les coins. Là-bas, dans ce coin, ils te pissent là. Et tu as une odeur d'ammoniac, à mourir, tu crèves. On s'aperçoit de la hiérarchie féodale en fait qui existe entre le in et le off, c'est-à-dire les grands seigneurs, le roi, le comte, le duc, le machin, et la fange, en fait, le bas peuple en bas qui se démène dans les rues pour essayer de gagner son bout de pain. Je suis trop impliqué dans ce truc, il faut que je prenne des produits pour tenir, pour arriver à poser des affiches. C'est certain, c'est vraiment un festival de l'exclusion. Il y a une affiche qui s'est entortillée autour d'une pierre. Nous étions 3 et nous est tombée à 1 mètre. On a eu une chance quand même inouïe. Et l'habitat dès qu'on va derrière, qui est laissé à l'abandon, est quand même lamentable. Ça claque de partout, ça s'envole. Bam, vol, ça fait en pleine figure. Moi, je l'ai reçu là. Si on commence à agresser, ça va aller sur un autre côté négatif. Vous voyez, voilà, on nous paye, on nous sous-paye, et puis finalement, quand on a plus besoin de nous, on se débarrasse de nous, on nous arrache comme ça d'un coup de main sale, malpropre. Que l'Avignonnais se plaigne pas trop quand même. Avignon, célèbre pour son pont et ses abricots. Avignon, lieu de culture et d'échange où vivent entre 800 et 9 millions de personnes chaque année, dont plus de la moitié possèdent une ou plusieurs Renault Twingo. Lieu d'échange et de partage où le théâtre vient alimenter la ville de couleurs et d'ambiance pendant les 3 semaines de son célèbre festival. Festival créé en 1947 par Jean Vilar, dont la formule off verra le jour en 1968, où des compagnies indépendantes viennent depuis toute la France jouer dans toute la ville pendant le mois de juillet. C'est à cette période de l'année que les commerçants de la ville d'Avignon réalisent près de 96% de leur chiffre d'affaires annuel. Entre vente de café, de croissants, de jeux de plateforme ou encore de livres d'occasion pour payer la soupe, c'est près de 11 personnes qui travaillent chaque année dans la cité des papes. L'année dernière, souvenez-vous, notre enquête nous avait mené à la rencontre des citadins d'Avignon. À l'époque, nous avions jeté un pavé dans la mare et notre reportage avait permis d'ouvrir les yeux à des millions d'Avignonnais de la France entière lors de projections dans les milieux informés. Cette année, nous avons décidé de mener encore plus loin notre investigation. Société secrète, grand banditisme et répression, arnaque, prostitution et répression, nougat glacé, marron chaud et répression. Éléments de réponse et enquête, c'est tout de suite dans l'ombre de juillet, deuxième partie. Hop. Dans l'étouffante chaleur du début de mois de juillet, nous rencontrons divers professionnels rattachés au Festival d'Avignon. Ouais, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable hiérarchie féodale entre le Festival In et le Festival Off. Hein. Et la question qui se pose, c'est qui pompe qui, hein. En gros, qui profite de l'autre. Mais est-ce que finalement le Festival In, c'est pas pour une intelligentsia parisienne et malgache, et le Festival Off pour on va dire le bas peuple provençal qui vient rencontrer ses vedettes TV. On est allé voir Donald Jacksman. Donald Jacksman. Ouais. À conseiller. Et on va en voir un autre. On va voir Denis Maréchal. Et Denis Maréchal, ça fait longtemps qu'on a envie de le voir. Vous me posez des questions. Le Festival Off, moi qui je travaille dans le In, je ne voulais même pas l'entendre ce mot off. Off.
Les gens qui travaillent dans l'offre, ils ne sont pas de culture, ils ne sont pas d'istruzione. L'istruzione, che ce n'est pas autre, je vous le dis, dans ma langue maternelle, non è altro che la palingenetica obliterazione dell'io ignaro, che si identifica nell'archetipo dell'antropomorfismo universale e sapiente. Je ne m'intéresse pas du tout de ce tourbillon de confusion, de poussière. Quand l'off, eh bien, voilà, j'ai sur la main. L'off, voilà, une tomate, hein, c'est un beau fruit passionnel, rouge. Mais le festival off, excusez-moi le geste, mais c'est comme ça, hein, ne me parlez pas de ça. 40 spectacles vivants, 130 000 entrées, 450 journalistes, 3500 professionnels du spectacle vivant, fondation en 1947. Les promoteurs du festival IN ne présentent leur festival qu'à travers une série de chiffres étalant et montrant à la gueule de tout le monde leurs bénéfices. J'invente rien, ça vient du site officiel du festival. Alors moi, quand on me dit des retombées économiques estimées à 23 millions d'euros, et qu'on me parle de culture à travers une série de chiffres, j'ai envie de dire de quelle culture parle-t-on? Est-ce qu'on parle de culture accessible aux gens, de culture comme le ministère de la Culture veut le faire croire, ou est-ce qu'on parle de culture de l'argent? À qui profite cet argent? Où est-ce qu'il va? Quel est le projet artistique derrière tout ça? La corruption en France, c'est un phénomène qui est un petit peu, qui s'est un peu généralisé. Financièrement, on ne sait pas exactement combien ça coûte en fait à la commune. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Il y a un nouveau lieu qui s'appelle La Fabrica qui a été ouvert pour le Festival d'Avignon et malheureusement pour financer ce lieu de culture, tous les prix ont augmenté. Je ne sais pas si vous personnellement vous en avez fait les frais avec la glace, avec quelque chose. Au niveau de la glace, non. Mais au niveau du spectacle, regarde, on a trouvé que c'était cher. Oui. 57 € à 3 pour un spectacle, c'est cher. Et est-ce que vous avez remarqué une augmentation des prix générale? Oui, tout à fait. Mais bon, c'est pas moi qui paye, c'est ma main, donc bon, ça va. Certaines soirées barbecue cachère sont organisées dans les jardins du Palais des Papes. Viens là, Adolphe. Viens. Avez-vous reçu votre carton d'invitation? Non. 3 fois non. C'est réservé aux avertis, aux convertis et à ceux qui détiennent les clés de ces verrous. Finito. C'est démontrable. De toute façon, quand on parle de culture, on parle de magouille. Ça s'est vu avec Lille, capitale européenne de la culture en 2004, ça s'est vu avec Marseille en 2013. Chaque année en Avignon, les fonds publics servent à arroser les mêmes mafieux, les mêmes fossiles du rire. Puis c'est prouvé, hein, y a clairement des élixirs de jouvence qui sont distribués à certains comédiens. Sinon, comment expliquer la présence de Roland McDan ou Popek depuis maintenant plus de 120 ans? Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la parade, certains insectes ou gargouilles ne sont pas des comédiens. Ce sont des mutants, des démons. Je pense qu'il existe une organisation parallèle qui profite du fait que le théâtre doit faire au moins une fois Avignon dans sa vie pour être reconnu. Et cette organisation, du coup, les saigne de manière abusive en leur imposant divers rackets, genre figurer dans le catalogue off, quoi. Il y en a d'autres, des rackets? Non, mais... Enfin oui, mais... Déjà, figurer dans le catalogue off. De toute façon, vous voyez, pour nous, la chose plus intéressante est de jouer devant un public de connaisseurs. Le public qui connaît la différence entre n'importe quoi et des artistes de haut niveau. À chaque entrée de spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes, lieu mythique pour les festivaliers, c'est un véritable défilé des plus grands chefs d'entreprise et dirigeants politiques qui enfilent le costume de Monsieur Tout-le-Monde. Ce soir-là, même Georges Lucas sera de la partie. Vous n'êtes pas sans savoir que les élites culturelles du pays tirent les ficelles de la scène théâtrale. Hein, c'est un peu ce qu'on a peut appeler les marionnettistes de l'émotion. En relation avec l'organisation youpino-satanique elle-même. Merci beaucoup, on va arrêter là. Attendez, il y a plein de métaphores, là, j'en ai d'autres. Les ficelles à rôti du savoir. Ouais, les ficelles à rôti du savoir, ouais, c'est pas mal ça, ouais, par exemple. Les chiffres mentent. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 85% des spectateurs du festival sont des acteurs payés par l'organisme. Ce sont des acteurs qui sont payés pour aller voir le spectacle, parce qu'autrement, ça ferait un flop. Le Festival d'Avignon n'est pas rentable. Personne ne va au spectacle. Est-ce que vous êtes d'accord quand on vous dit 2 ou 3 000 personnes sont allées voir tel ou tel spectacle? Non. Est-ce que vous connaissez, vous, personnellement, 2 ou 3 000 personnes qui sont allées voir un spectacle? Non. Vous connaissez 2, 3 maximum.
Posez cette question à 1000 personnes, ils vous répondront la même chose. Alors comment expliquer qu'il y ait 2 ou 3000 personnes? Les chiffres ne collent pas. Alors faut arrêter de mentir aux gens. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre quand on leur ment. Vous connaissez, monsieur, l'histoire de Pierre et le loup? Eh bien, Pierre était un gentil berger qui criait au loup pour faire des farces à ses amis. Au bout d'un moment, le loup est arrivé, personne ne le croyait, Pierre est mort. La faute à qui? Au promoteur du festival. Les gens ils sont contents, même s'ils ne comprennent rien, des fois, ils s'en vont avec le sourire. Nous, on gagne assez bien, je vous le dis, je suis honnête. Et puis, on travaille 15 jours et après, franchement, on peut partir satisfait et on reviendra l'année prochaine. Pour mieux comprendre et creuser un peu plus le sillon tracé l'année dernière, nous décidons d'aller directement à la source. Nous essayons d'obtenir un rendez-vous avec le directeur du Festival d'Avignon. Allô, monsieur Pi ? Oui, bonjour, Corentin Delustre du groupe Delustre pour TV Film. Nous vous avons fait un petit courrier il y a quelques semaines pour une demande d'interview à laquelle on n'a pas eu de réponse. C'était pour savoir s'il était possible de réaliser cette interview quand même. Allô ? Ah, d'accord. Oui, bonjour monsieur Pi, à nouveau Corentin Delustre. On a été coupé juste avant. Oui, c'est pas la peine de rappeler, hein. J'ai rien disponible jusqu'à fin janvier, donc arrêtez d'appeler. Fils de pute. Visiblement, nos questions dérangent. Pour en apprendre davantage, nous partons à la rencontre des premiers concernés, les comédiens du festival. Monsieur Joubert, un avis sur les magouilles du Festival d'Avignon ? Non, je connais vos méthodes, je connais bien vos méthodes, et je sais que tu es habillé comme un Parisien, donc il pleut ici à Paris, d'accord? Donc tu ne me poses pas ces questions-là. Monsieur Maurice, Stan, quelque chose à dire sur les dérives du Festival d'Avignon, peut-être ? Attendez, moi je veux pas avoir de problème. Hein. Bah si, il y aurait à dire, moi je veux bien en parler. Déconne pas. Non. Tu veux jouer jusqu'au 31 ? Ah, non, mais on peut pas... Non, je préfère pas en parler si ça vous embête pas. Non, j'ai une carrière moi, si vous pouvez comprendre ça. Kevin Razier ? Oui. Bonjour, que pensez-vous des dérives du festival ? J'en ai rien à foutre, j'aime pas tes questions, dégage. Y a rien à dire, dégage. J'ai envie de m'adresser à l'homme et pas aux comédiens. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le festival ? En plus, je vous ai déjà dit non, foutez-moi la paix, d'accord. Monsieur Duval, un avis sur les dérives du Festival d'Avignon, peut-être ? Je tracte là. Je tracte. J'en ai rien à branler de tes dérives, ok ? Les dérives, c'est que je vais foutre ta caméra dans ton fion, et puis là, ça a bien dérivé, mon gars. Tu dégages, allez. Merci. Foutez-moi la paix, monsieur, foutez-moi la paix. Déjà l'année dernière, j'ai eu des emmerdes avec vous, dégage, casse-toi. Allez, cassez-vous là, oh ! Cassez-vous, je vous dis de vous casser là. Vas-y. Et fous-moi le camp. Dégage, tu prends ton roumain là, dégage. Ah non, mais tu me fais chier avec ça là. Ça, tu m'emmerdes, ça fait 2 fois que tu m'emmerdes. Alors dégage avec ta caméra, t'as compris? Ça va ou pas? Si, oui, pardon, oui. Et sinon, les dérives du festival ? Ça fait toujours boum. Certains travailleurs du festival, tracteurs ou afficheurs, nous confient avoir eu un ou plusieurs ennuis avec la hiérarchie à la suite de la diffusion de certaines interviews. On est payé comme de la merde. Monsieur, vous ne tractez plus cette année ? On reconnaît, vous. Les escrocs. Nous essayons de recontacter Totor, l'homme qui semblait bien informé, notamment sur la politique de hausse tarifaire générale appliquée aux commerces avignonnais. Pendant le festival, ces connards, ils augmentent les prix. Ça te coûte un bras. Mais une fois de plus, c'est le silence radio. Je le vois pas du tout. On va aller demander dedans. Ouais, on va aller demander. Excusez-moi, vous auriez vu Totor ? Non, Totor, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. Ah. Il est... Putain, Totor, il est mort. Mais vous êtes qui ? Je suis son frère jumeau. Mais il est mort. Il est mort et enterré. Il arrêtait pas de se plaindre, cet ingrat. Le seul souvenir que j'ai de lui, putain, c'est la photo là. Il m'a laissé le crédit sur le dos pour le mobil-homme à Marseillon. Bien situé quand même. Aux côtés des sanitaires. Bah merci. Et vous partez déjà là. Casse-toi, il est bizarre. Notre perspicacité a de lourdes répercussions. C'est désormais connu des Avignonnais que nous avançons dans notre enquête. Lors de nos interviews, certains en ont peut-être trop dit. Malchance, fuite, disparition ou encore cache-cache géant, nous n'avons d'autre choix que d'aller à la rencontre de nouveaux visages. En fait, tout simplement, le Festival d'Avignon, je pense que c'est un gros traquenard et je pense que les festivaliers eux-mêmes se font enculer, quoi. Excusez-moi, vous aimez ça, les gens qui se font enculer pendant le festival ? Qu'est-ce que tu veux,
toi. Je mate des culs, je fais rien de mal, moi. Oui, enfin, vous participez à cette mafia avignonnaise qui vole l'argent des Avignonnais et là, apparemment, les gens se font enculer, ça ne vous pose pas de problème. Non. S'ils sont constants, tranquille. Chacun fait sa vie. Moi, je fais ma vie, tu fais ta vie. Toi, autant tu te fais enculer. Tu aimes bien ça aussi. Les gens les valent, ça ne veut jamais les payer. Alors, comme ça, ils emmerdent. Donc, comme le succès qu'il y a bien avec les tatas en plus, alors, merci, c'est là. Ne cherche pas. Bon, si vous voulez, ça les emmerde. Alors, le fou, Ouais. Merci beaucoup. Il y a un moteur, il y a ce qu'il y a, puis il y a les ratissés. C'est quand même la même chose, nous le faisons. On n'a pas compris, j'ai vu. Évidemment, difficile d'éveiller les consciences des Avignonnais lorsque ceux-ci vivent dans une ville corrompue depuis toujours. En effet, chaque année, une vingtaine de lieux historiques et publics sont réquisitionnés par le festival IN. Monsieur, que pensez-vous des lieux réquisitionnés pendant le festival IN ? Je sais pas. Vous ne savez pas ? Vous savez pas qu'en participant ici à ces manifestations culturelles, vous empêchez des gens d'être chez eux parce qu'à l'année, en fait, c'est un hôtel ici et les gens, pendant le festival, sont virés et deviennent SDF. Vas-y, fais gaffe à ce que tu dis. J'étais pas au courant de ça, moi j'ai juste posé mon CV, c'est tout. Ah oui, carrément, oui. Ah, vous venez ici, vous déposez votre CV et puis vous faites comme si de rien n'était. Vous participez à cette mafia avignonnaise et... Je sais pas, moi je viens pour travailler en saisonnier en fait, c'est juste un job étudiant quoi. Vous venez poser un CV, vous ne savez pas pour qui vous travaillez. Bravo, c'est aussi ça le festival apparemment, merci. Nos informations ont eu l'effet d'une bombe et nous ne sommes plus les bienvenus. Regarde-le, canaille. Le festival aurait la main mise sur les étudiants et les jeunes chômeurs. Nous décidons de poser les questions qui dérangent directement au public du festival, rappelons-le d'ailleurs, de grande partie étrangères. Vous êtes de la région ? Je ne comprends pas, je suis anglaise. Ah, bah c'est pas grave, j'ai fait de l'anglais renforcé en 4e B. Ouais. I can speak English, so do you come here often for the festival? No, this is our first time, actually. You do? Yeah, first time. Do you know that in participating to the Festival d'Avignon, you are participating of stealing money to the people, the citizens of Avignon? Right, like all the people that live here? Yes, it isn't. All the people, they are working and in buying things, you are just giving money to random people and it's giving to dirty things all the time. Oh, I didn't know. Excuse me, where are you from? China, and is it the first time you come in the festival? Yeah, first time. Yeah, do you like it? Yeah, sure. Did you know that all the things you buy here are directly going in the pocket of the director of festival? It's a problem here for the people from Avignon. Did you know that? Not very sure about that. No, you're not really concerned about that. Do you know that in participating of the Festival Avignon, you participate to rob a little bit of money of the people from Avignon? Because, unfortunately, everything is twice the price. I don't know if you paid for money for eating or drinking and you see it's very expensive. Oh, we didn't buy anything. This is a good plan. But if you are interested in that, you can take my number or I can take yours and we can discuss that in my hotel room. You see what I mean? And I've got a dirty little secret to show you. You're staying at an hotel or? Staying at Adagio. Yeah, it's an apartment, hotel apartment. Okay. And includes the kitchen and the bathroom. Yeah. And is it very expensive? Yeah, I think it's a bit. 90 euros per night. Oh, yeah, that's very expensive. Usually it's like twice the price in here, and unfortunately you are paying for that for the director of festival. Because I'm a famous journalist here. No. Yes, I am. I'm Corentin de Lustre. Yeah, don't be impressed. Everyone knows who you are. Yes, more or less. Yes. Give some money for people who make some spectacle. Yes, even that, try to not do it because the money is just stolen by a kind of festival mafia. But you don't have to know it, but it's all right. Just one advice from the TV, don't buy anything from anywhere. Try to buy on a supermarket like Auchan or Leclerc. What? Because everything is twice the price during the festival. You never know. Thank you. Thank you for information. Yeah? You're welcome. Okay. Bye. Thank you. Are you? We have a picture. A photo, yes, go on, no problem. Yay! Going this way? Yeah, we were going to. Well, go this way, I follow you, and I like the view.
J'aime pas tes questions, dégage. Y a rien à dire. Dégage avec ta caméra. Pardon, oui. Putain, Toto, il est mort et enterré. Allô, monsieur Pi, c'était pour savoir s'il était possible de réaliser cette interview. Allô, fils de pute. N'importe quoi, moi c'est tarif 28, 22, 14. Ça, en plus, ça n'a aucune cohérence. Attends, moins de 25 ans, jeune. Non, à moins de 25 ans, tu vas niquer une pute ou manger un kebab. C'est en faisant des images d'illustration que la chance semble enfin nous sourire. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Émilie Malongo, je suis reporter belge. Ouais. Et j'ai un énorme problème parce que je dois tourner un reportage avec le directeur du Festival d'Avignon d'ici une demi-heure. Et j'aimerais savoir si vous auriez des batteries véloc à me dépanner parce que je suis vraiment... Nous décidons d'utiliser un stratagème fin mais risqué. En effet, je décide de me faire passer pour le technicien d'une équipe de TV belge afin de poser mes questions en off. Mais vous allez voir que là encore, les langues ne se délient pas si facilement. Et donc le Festival d'Avignon, c'est quoi pour vous? Je pense que le Festival d'Avignon, en termes d'art, est la meilleure chose qui soit. Merci Jean Vilar. Le théâtre, quand même, avant tout, est selon moi un art noble, un art qui permet de tirer vers le haut l'esprit des gens. Alors on va dire oui, le théâtre est un art réservé aux gens de qualité, effectivement. Mais il me semble que l'art, quand il est de qualité, peut aussi emmener ce qu'on appelle dans le festival la croûte, quoi, la crème, la plèbe. Bon, avec notamment tout ce qui passe au palace. Bon, ça permet quand même d'initier des gens un petit peu moins évolués à une certaine forme de culture. C'est vous qui sélectionnez les spectacles ou vous avez une équipe? Comment ça se passe? Je sélectionne tous les spectacles du IN. Du IN moi-même, effectivement. C'est moi qui les choisis. Vous les regardez tous avant la sélection? Tout à fait, tous. Je vais... Régulièrement, les mêmes troupes reviennent ou vous essayez de changer chaque année? Moi, ça vraiment, il n'y a aucun copinage. Moi, je vais voir le spectacle, j'aime le spectacle ou je n'aime pas le spectacle. Si je n'aime pas le spectacle, le public mérite de voir autre chose et je montre autre chose, un spectacle que j'aimerais. Voilà. Soit j'aime pas. Ah, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que le festival d'Avignon a beaucoup de chances de m'avoir. Est-ce que vous pensez être la bonne personne pour sélectionner les spectacles ou parce que c'est quand même assez mondial et assez brassé? Effectivement, de plus en plus d'Asiatiques. Oui. Ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à trouver le festival. Ils sont souvent bloqués sur la moitié de pont là-bas. On est obligé de leur dire aux Asiatiques, venez, le festival n'est pas loin. D'accord. Ils sont souvent en dehors des remparts. Mais donc vous essayez de brasser les nationalités et la culture, ça fonctionne assez bien? Effectivement, on essaie de brasser ce qu'on peut, oui. Donc merci beaucoup, monsieur le directeur du Festival d'Avignon. Ce reportage passera sur la télé Wallon, en Belgique. C'est une télé locale. Merci beaucoup. Vous voulez dire que là, je viens de passer une demi-heure de mon temps à parler pour une télé locale belge? C'est une bonne chose. On est très vus, on est très regardés. Qu'est-ce qu'elle fout, Natacha, là Le Festival d'Avignon, c'est quand même pas un festival avec des cercles concentriques réservés à une élite. Non, mais c'est quoi? C'est une agression, ça? Vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes le caméraman. Et le caméraman me pose une question. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Elle est où mon attaché de presse, alors? Parce qu'en venant ici, j'ai quand même remarqué que c'était réservé à une espèce d'élite qui est près du festival. Non, alors, qu'on en finisse, le Festival d'Avignon n'est pas une secte. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi vous parlez de secte. Il n'est aucunement question de secte. C'est un festival réservé à une certaine partie de gens qu'on peut dire cultivés, des gens de qualité, mais pas que. Et je vois absolument pas de quoi vous parlez. Bon, moi je vais aller dire deux mots à mon attaché de presse parce que... Non mais une chaîne locale belge. Une chaîne locale belge. Non, mais... Encore sous le choc de cette réaction pour le moins inattendue et violente, nous décidons de googler directement « Société secrète en Avignon » sur un célèbre moteur de recherche. C'est donc sur l'étoile de l'interweb, lieu de tous les fantasmes et royaume de l'information, que nous atterrissons sur un ghost website of the internet, l'un de ces sites que même l'ICOS ne référence pas. Nous y découvrons des informations surprenantes. Société secrète? Un homme y affirme détenir des données troublantes. Nous retraçons les coordonnées numériques du créateur de ce site mystérieux. Grâce à la nucléarité de mon talent, nous décryptons son contact. Hey Rémi, fais la pause avec nous. Tu veux quoi? Tu veux 30 € pour un sandwich? Contrairement à nos attentes, l'homme répond. Nous obtenons un rendez-vous en privé
le lendemain. Nous rencontrons le webmestre du site internet, Maurice Nicolas, qui se trouve faire son premier spectacle en Avignon, Gratin de Pape. Dans son spectacle comique, il revisite l'histoire des 9 papes d'Avignon. Et vous connaissez bien le Festival d'Avignon ? Je connais bien le Festival d'Avignon. Moi je suis le mec qui connaît le mieux le Festival d'Avignon de tout Avignon. Parce qu'il y a les gens qui te disent ouais Avignon ça, non mais c'est moi je le connais le Festival d'Avignon tu vois. Alors en fait il y a un lien entre l'église et le théâtre, c'est ça ? Non c'est pas qu'il y a un lien entre le théâtre et l'église, c'est que c'est la même chose. Le théâtre et l'église c'est la même chose. T'as des costumes, t'as des décors, c'est pareil. Jean Villard c'est pas un mec qui est arrivé comme ça en disant un jour le théâtre. Jean Villard en fait ce mec il descend directement de Clément V, le pape Clément V. C'est comme un pape mais sans le costume. En effet, la ressemblance entre le pape et le créateur du festival est frappante. Moi c'est pour ça que j'ai fait un spectacle pour parler de ça, mais les gens ils croient que c'est de l'humour mais c'est pas vrai. Donc à travers l'humour en fait il y a des vérités qui mais sont non mais balancées. c'est pas du tout de l'humour. Moi j'ai aucun sens de l'humour, moi l'humour c'est de la merde, tu vois, l'humour c'est quoi? C'est les gens qui rigolent, c'est je me marre, je rigole. Moi je dis la vérité, alors après les gens ils croient que je rigole, alors ils rigolent, moi je m'en fous, ils viennent, ils payent leur place, c'est bien, je prends quoi, mais... Vous avez donc des preuves de ça? Bien sûr que j'ai des preuves, bien sûr je suis pas biplénal moi, quand j'ai des trucs j'ai des preuves. Je sais de quoi je parle, j'ai une vidéo. J'ai une vidéo de... Putain il y a du monde. J'ai une vidéo de Benoît XVI, Benoît XVI qui disait officiellement qu'il voulait revenir à Avignon. Benoît XVI, il a prévu il avait 2014 de faire son retour sur scène dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Il voulait faire un monologue. Et en fait, il a pas pu quoi. Ah ouais, d'accord. Ben ouais. Tu crois qu'il fait ce qu'il veut, Benoît XVI? C'est pas ce qu'il veut. Tu sais qui c'est qui décide? C'est qui décide? C'est Nike, c'est Cochonou, c'est Decathlon, c'est toutes les grosses marques. Tu vois, c'est le pognon qui décide. Benoît XVI, il fait pas ce qu'il veut. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Benoît XVI, il veut revenir à Avignon. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Tiens, il démissionne. T'as déjà vu ça, un pape qui démissionne, toi? Ouais, personne se pose la question, quoi. Y a personne qui pense au Festival d'Avignon. Moi, putain, voilà. Alors moi, je le dis, après, on me croit pas. Mais j'ai la vidéo, hein. Tu veux la voir, la vidéo? Oui, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Je ne proposerai pas sinon. Écoutez, merci beaucoup. À cet instant, nous ignorons que Maurice Nicolas sera éliminé le soir même. Le lendemain, la presse locale nous apprend son décès par balle dans le dos. Nous décidons alors de reconsulter son site internet et à notre grande surprise, il est fermé. Qu'on en finisse, le Festival d'Avignon n'est pas une secte. Je vois même pas pourquoi vous parlez de secte. Jean Villard, en fait, il descend directement de Clément V, le pape. Si j'en ai des trucs, je peux pas vous laisser dire qu'on n'a pas de trucs, ce serait faire une insulte à ce qu'est le métier de journaliste aujourd'hui. On en a des trucs qu'on regarde depuis ce matin là, les gens refusent de répondre à mes questions, c'est quand même quelque chose, non? Soudain, alors que mon équipe et moi visionnons les images déjà tournées, mon instinct me pousse à agrandir l'image de l'interview d'Olivier Py. Corentin. Cette analyse de l'image s'avérera décisive. 3 cadenas. Bouleversifiés par cette découverte, et en quête d'informations qui nous auraient échappé, nous passons au peigne fin toutes les images filmées depuis le début de notre reportage. Et là encore, ce que nous allons découvrir est pour le moins incroyable. Oh putain. Et voilà, on a un truc. C'est pas de truc, sortir ta carte de presse. Rien à foutre, moi. Je reste à la Mirande. Pour mieux comprendre et creuser un peu plus le sillon tracé grâce à nos découvertes, nous essayons d'obtenir un rendez-vous avec le père Létrus, prêtre théologiste avignonnais. À notre grande surprise, il accepte notre proposition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exil des papes à Avignon serait dû à une divergence d'opinion au Vatican quant à la prière théâtralisée. Et puis c'est Clément V qui voulait s'éloigner de Rome parce que la Commedia dell'arte était bien trop présente. C'était une espèce de mafia théâtrale qui l'empêchait d'animer ses messes comme il l'entendait. C'était, si vous voulez, l'ancêtre de ce que vous appelez maintenant le stand-up. Et vous avez des preuves de ça?
Évidemment que j'ai des preuves, pauvre Andouille. Je suis en possession d'une sainte relique. Allez voir. Ouvrez le deuxième tiroir de la commode. À l'intérieur, nous trouvons un parchemin avec un extrait de spectacle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on passe un infidèle à la question, il fait des petits bruits comme une souris. Alors toi, t'es là, hein? C'est quoi ça? J'ai marché sur un juif. Si Clément V est l'inventeur de la prière théâtralisée aujourd'hui appelée stand-up, quelles sont les raisons de sa venue en France? En 1309, le pape se sent en danger face aux menaces et pressions de la Commedia dell'arte et choisit de s'exiler. Alors, il choisit la ville d'Avignon, et ça c'est pas bête, parce que c'est une position du comte de Provence, hein, parce que géographiquement, sa situation sur la rive gauche la met en relation avec le nord de l'Europe, qui est plutôt commode. C'est la frontière entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Ah oui, et seules les villes desservies par un pont peuvent postuler un rôle de capitale internationale, hein, et puis c'est le cas d'Avignon. Avec le pont Saint-Béné, le fameux pont sur le pont d'Avignon, voilà, c'est ce qu'il contrôle le commerce, il contrôle pour Clément V la messe stand. Alors qu'il bat des records en Avignon, réalisant 14 spectateurs de plus que Jérémy Ferrari en 2012, Clément V meurt suite à une malédiction théâtrale aux raisons obscures. Dès lors en Avignon, le théâtre devient politique et par là même le principal moyen de contrôler les esprits. Les successeurs de Clément V feront construire un palais pour en faire le plus grand complexe théâtral d'Europe, dépassant à l'époque la capacité de l'hippodrome de Rambouillet. Alors que les intentions de Clément V étaient spirituelles et distractrices, hein, celles de ses successeurs, alors là, elles deviennent clairement commerciales. Hein. Ils utilisent cette forme de prière amusante pour contrôler les goûts et les modes de consommation de l'époque. C'est comme ça qu'on a vu des spectacles comme Dieu que Pythamus fait de belles chaussures, ou encore Jésus et Pierre boivent du vin de chez Méridor, rencontrer un succès phénoménal. Et évidemment, ça a une influence sur, à l'époque, les ventes de chaussures ou de vin. Et évidemment, les principaux actionnaires, Pythamus ou Méridor, étaient évidemment des donneurs pour l'église. Voilà, et la boucle était bouclée, et évidemment, l'église faisait des spectacles sur ces gens, et ces gens s'enrichissaient, quoi. Voilà. Alors, le dernier pape d'Avignon, hein, le dernier pape, quant à lui... Pardon, je suis fatigué, voilà, je suis fatigué maintenant, oui, je suis fatigué. Je voudrais la fille, voilà, je veux la fille, ou alors je suis fatigué. Si je suis fatigué, on arrête. Vous m'aviez promis la fille, je veux la fille, voilà. Sophie, je te fais pas un dessin, on a promis au père Létrus un petit quelque chose et... C'est une blague ou... Non, c'est pas une blague, tu t'assois à côté de lui. Je suis pas là pour ça, je suis... Oui, mais t'es pas là pour ça, oui, t'es journaliste, tu fais les cafés, en attendant tu vas te rendre utile. Écoute, tu veux une bonne appréciation pour ton rapport de stage? Tu fais pas d'histoire. Le dernier pape d'Avignon, Grégoire Xi, le Cupide, revend le principe du théâtre de consommation au clergé d'Avignon et aux grands marchands de l'époque. Alors c'est cette alliance qui aura donné naissance à des grandes chaînes commerciales, hein, comme Decathlon, Cochonou, Leclerc, enfin tous les grands groupes. Les groupes financiers et grands réseaux de distribution seraient donc liés au clergé. En 1376, la mafia de la Commedia dell'arte promet à Grégoire Xi une fortune s'il accepte de revenir à Rome pour faire ses messes-spectacles. Il accepte. Traité comme un roi, le pape décide de rester à Rome pour toujours. Et alors, prenant conscience de la trahison effectuée par Grégoire Xi, un ordre est créé en Avignon. Cet ordre s'appellera l'ordre des Trois Verrous. Voilà, l'ordre des Trois Verrous. Maintenant, je suis un peu fatigué. Vous allez nous laisser. Juste elle et moi. Voilà. Hein? Bordin, c'est quoi ça? Putain. Prenant conscience de la trahison effectuée par Grégoire Xi, un ordre est créé en Avignon. Cet ordre s'appellera l'ordre des Trois Verrous. En faisant le lien avec nos découvertes, tout commence à prendre du sens. L'ordre des Trois Verrous, symbolisé par trois cadenas, ferait écho aux armoiries d'Avignon.
Cette société secrète est à l'origine du festival de théâtre par le biais de Jean Vilar, descendant et adepte de l'idéologie du premier pape Clément V. À partir de 1954, le festival ira même jusqu'à reprendre comme symbole les 3 clés. Nous poursuivons notre recherche dans la rue. Les références au sceau sacré sont partout. Regarde, là, qu'est-ce que je te disais? Là, les 3 verrous, 1, 2, 3. Je te l'ai dit, c'est partout. Regarde Rémi, regarde, les 3 verrous, 3. Tu peux les mettre comme tu veux, ils se regroupent toujours en 3 verrous. Tu pourras passer l'image en reverse, ils se reformeront toujours en 3 verrous. De 2 minutes Rémi, je te demande 2 minutes. Alors que nous étudions la charpente d'une arrière-salle du bar du Inn, nous découvrons un nouveau détail déroutant. Cette fois-ci, sur un billet de 20 €. Oh putain Rémi, regarde. Nom de Dieu de nom d'une pute. La finance serait également liée à la société secrète. Nous ressentons une peur inexplicable qui se trouve justifiée le lendemain alors que nous faisons des images d'illustration. Sur les murs du Palais des Papes, un fusil de sniper se distingue clairement entre les pierres. Malgré les menaces, nous décidons de poursuivre notre enquête. Nous tentons d'investir le Palais des Papes, mais à notre grande surprise, nous étions attendus. Parce qu'en fait on a une carte de presse et des gens là pour aller filmer. Non, pas maintenant, pas à cette heure-ci, pendant le spectacle, ok, pourquoi pas sous l'accord du régisseur, mais pas maintenant. Parce que vous avez des choses à cacher en fait, c'est ça? Non, si, ça vous intéresse pas. Il y a des choses à cacher, et vous voulez pas nous le dire. Voilà. Évidemment, les noirs peuvent rentrer, nous on peut pas rentrer, évidemment. De nuit comme de jour, les symboles faisant référence à l'ordre des 3 verrous sont partout. Oui, regarde. 1, 2, 3 affiches encore mises en symbole B9. 9 divisé par 3, 3. 12, 15, 5, 15, 25, 3. 4 et 2, 6, moins 2, 1, 3. 4 ans et plus par moins, ça fait 3. Il y a autant d'indices le jour que la nuit. Il n'y a rien de... 3. Clément, Georges. Alors que nous trouvons d'innombrables indices, nous retombons sur Yacine, cet étudiant qui cherchait du travail. Il semble quelque peu éméché et porte sur l'avant-bras un symbole familier. Yo, le jeune. Tu te souviens, c'est le... Ah, mais c'est la télé. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire ce tatouage? Pas ton matos. Hein? C'est chambé, c'est cool, c'est... Ça t'intéresse? Ouais, c'est quoi? Ah, c'est les secrets. Ah, des secrets? Et qu'est-ce qu'ils veulent dire ces secrets? C'est les 3 verrous. Et c'est quoi les 3 verrous? C'est pour faire joli, c'est tout, c'est pour faire joli. Rémi, donne les acides là, donne-lui. Les acides, si. Oui, mais ça m'emmerde moi aussi, on s'amusera autrement au bar du Inn, j'en sais rien, je m'en fous. Mais... Si. Bon, d'accord. Ouais. Avec ça, il sera plus bavard. Cette fois-ci, sans difficulté, les langues se délient. Hein? Ça va? Comme tu vois. Et les journées sont pas trop chaudes, Si. Et si tu regardes ton tatouage, ça t'inspire quoi? Les 3 verrous? Ouais. Si c'est 3, c'est à cause des 3 coups de bâton pour les débuts de messe. Ils correspondent au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'ordre comprendrait aujourd'hui des hommes politiques, des chefs militaires et des grands chefs d'entreprise. Tous restés fidèles à l'idéologie des successeurs de Clément V. Ça comprend des chefs militaires, des chefs de guerre et Bill, du Big Deal. Et... Il faut un chiffre précis de spectacle concentré dans la ville au même moment pour ouvrir le passage des trésors des papes. Le trésor de Grégoire ne s'ouvrira seulement 1309 spectacles joués en même temps. Aux 3 coups de bâton, on s'entr'ouvrira la trappe de la salle du trésor. Ouh, belle maille des papes. Un trésor serait donc caché au Palais des Papes. Nous remercions brièvement le jeune homme de nous avoir répondu. Il semble pourtant mal à l'aise et nous confie en avoir peut-être trop dit. Bon, en tout cas, il a dit tout ce qu'on voulait dire. Et c'est en lui souhaitant bonne nuit et de ne pas faire de mauvaises rencontres que nous nous disons au revoir. Merde. À cet instant, nous ignorons qu'il sera éliminé le soir même. Bordel de merde. Qu'est-ce qu'on fait? Prends le micro.
Non, ça se voit pas. Et là, les 3 verrous. 1, 2, 3. Il y a autant d'indices le jour que la nuit. Ah, mais c'est la télé! Ouais. Le trésor de Grégoire ne s'ouvrira seulement 1309 spectacles joués en même temps. Merde, bordel de merde. Victime de plus de cette société secrète ou banal suicide? Le lendemain, la presse osera parler d'une overdose accidentelle. Nous décidons d'utiliser un stratagème fin mais risqué. En effet, je décide de me faire passer pour un touriste italien afin d'investir le Palais des Papes. Je vais essayer de trouver des indices plus haut sur le trésor du Palais des Papes et si je ne trouve pas d'indices, je demanderai au guide italien la question qui dérange. Des vidéos de propagande et de révisionnisme historique tournent en permanence. La fausse histoire des papes, ça. La version officielle des livres d'histoire. Pas la version, c'est pas l'histoire. C'est pas la vérité, ça. C'est faux, c'est faux. Des écriteaux cachent même parfois des passages secrets interdits au public. Même la carte de France est fausse. Ce stratagème ne parvient pas à truquer le fait qu'il y ait une porte derrière et que c'est totalement visible. Évidemment, elle est fermée. Comme par hasard. Oui, il y a néanmoins des parties interdites au public. Hein. Clairement, on nous cache des choses et dès qu'on s'approche de quelque chose, on nous bloque l'accès. Le visiteur lambda n'a pas accès à toutes les salles, évidemment. Fils de pute. Regarde les clés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme 3 fois 2, 2, pape. Les 2 syllabes de pape. La forme au milieu de la rosace, c'est clairement pour imbriquer les 3 verrous. Et tous les indices sont sous nos nez, sous le nez des visiteurs, sous le nez des gens qui passent toute la journée. Ils sont bien prévus le coup. Officiellement, et d'après Guido, notre guide italien, le trésor des papes se trouvait dissimulé sous les pierres du parterre. Regarde le trésor. Il nous nargue, faut aller voir ailleurs, il nous nargue. C'est pas la vraie salle du trésor. Et sinon, vous pouvez me dire où est l'or du Palais des Papes? Enfin, le trésor des papes? Comment? L'or caché qu'il y a au Palais des Papes? Mais quel or? C'est débile ça. Ça n'a jamais existé de l'or ici. Ah d'accord, donc c'est un secret, c'est... Non, ça n'a jamais existé quoi. Qu'est-ce que vous racontez là? Visiblement, nos questions dérangent. Ouais, bah, preuve s'il en fallait que photo interdite, c'est clairement pour empêcher aux gens de reproduire ce genre de plan. Prends des photos. Mon équipe et moi-même nous sentons observés. Pour cause, chaque salle est truffée de caméras de vidéosurveillance. Sous l'œil des vigiles, les touristes suivent machinalement le parcours imposé. Il y a du vent, attention. Oh putain. Par là. Voilà, on est donc au sommet du Palais des Papes avec clairement une espèce de force cachée, une force qui relève ma voix et qui nous pousse à ne pas continuer avec ce vent qui est complètement à décorner les bœufs. Mais ce qu'on va faire, c'est que vu que la visite se termine là et qu'on n'obtient pas les réponses qu'on veut, on va y aller au hasard. On va aller voir, j'ai vu 2-3 portes. Avant, faut que je prenne un café. J'espère que ça va aller, le café me fait chier en général. Beaucoup. Par là. Tout est fermé. Impossible de passer. Il y a un passage là. Là, il y a un passage. Là. Suis-moi. Non, ça...
Là, c'est les toilettes. Mais là, il y a un passage au-dessus, oui. Là, suis-moi. Par là. Trois pierres. Ce n'est pas anodin. Décidons de poursuivre. Nadir et Sonia, c'est probablement d'époque. Les dispositifs géométriques. Attention Rémi. Ah! Les signes! Les signes partout, par là! J'ai le nez Rémi. Oh! Des inscriptions secrètes sur les murs nous laissent penser que le trésor est très proche. Trésor des papes, 80 mètres. On est proche. Mais alors que l'odeur des économies papales se fait grandissante, que notre enquête touche à sa fin et que la gloire nous appartient quasiment, nous allons faire une rencontre effrayante. Oh putain, oh putain, putain! Alors que l'odeur des économies papales se fait grandissante, nous allons faire une rencontre effrayante! Oh putain, oh putain! Et c'est dans cette chaleur de fin de juillet que nous nous disons au revoir. Après une autocritique approfondie et une remise en question totale de nos méthodes, nous avons pu comprendre la réelle face cachée du Festival d'Avignon. Une face cachée superbe qui sait se montrer et qui n'a rien à cacher si ce n'est un cœur gros comme ça. Cette enquête a été préparée par Corentin Delustre, Matteo Migliaccio, Quentin Surtel, Émilie Malongo et Sofiane Sidri pour TV Film et le groupe Delustre. Quant à moi, c'est loin des fastes et des paillettes du monde du journalisme à succès que je décide de me retirer. Loin de l'agitation, du bruit et de l'odeur, dans ma maison de campagne. C'est néanmoins avec une certaine fierté que je pense avoir apporté ma pierre à l'édifice, à la manière d'Albert Londres, Émile Zola ou encore PPDA. Un édifice fort, beau et solide, comme le Palais des Papes d'Avignon. Unique, respectueux et resplendissant, comme ma vie. Une vie où les valeurs ne se sniffent pas, mais se respirent, où les relations ne se tarifent pas, mais se partagent, et où les vérités ne s'inventent pas, mais se découvrent.